Bonjour à tous et bienvenue sur Art Talk Show hors média. Alors aujourd'hui, je ne cache pas mon excitation car je reçois une vieille connaissance que certains d'entre vous peut-être reconnaîtront, qui n'est autre que Marguerite Ligarig. T'as vu comment je le fais comme Éric Antoine? On m'a fait la réflexion. Ah ouais, putain. Marguerite Ligarig. Marguerite est revenue. Alors pour ceux qui la connaissent pas, les autres. Marguerite Ligarig, donc tu es une artiste sculptrice franco-chinoise. Ouais. Tu as 31 ans. Oui. Toujours? Non, 32. Tu as Ça y est, 32 ans. j'ai eu donc mes 32 chandelles, ouais. Donc tu es une artiste de la maturité. Tu as 32 ans. Exactement. Tu es diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2017. Ouais. Tu es lauréate du prix Forté, le Fonds régional pour les talents émergents en 2024, il y a 2 ans. Tu es aussi entomologiste. Amatrice. Ça veut dire que j'aime beaucoup. Voilà. Et ton étude des insectes, justement, elle est au cœur de ton travail artistique récent, en tout cas. Tu explores de manière analogique le rapport entre insectes et humains. C'est vrai. En tant qu'individu ou société. Jusque-là, t'as tout bon. Un petit tonnerre d'applaudissements. J'ai fait mes devoirs, moi. C'est bien, révisé. D'où te vient cette passion, justement, pour l'entomologie? Ça m'est venu... C'est très difficile d'expliquer à chaque fois les passions qu'on n'arrive même pas à replacer tellement ça remonte à loin. J'ai des bribes vraiment quand j'étais toute petite et que moi j'ai grandi dans le béton, hein, j'ai grandi en région parisienne. Les seules fois où je pouvais aller à la campagne, c'était pour visiter mon grand-père, la famille. Et du coup, je me retrouvais un peu toute seule, livrée à moi-même dans la nature. Et je me racontais mes histoires et je crois que je gratouillais par-ci par-là. Et j'ai toujours été fascinée par ces formes de vie qui sont complètement différentes de moi ou des gens que je côtoyais. Et ton grand-père, il aimait les insectes? Il me semble que j'avais lu ça. Mon grand-père, grand fan d'insectes. Pareil, il a grandi à la campagne, dans le Jura. Et il était chez les jésuites, donc il était chez les scouts, il passait ses journées dans la pampa, quoi. Ah ouais, d'accord, avec les aoutas, les araignées qui piquent. Exactement. Et il y en avait beaucoup plus à l'époque que maintenant d'ailleurs. Mais c'est lui qui m'a passé aussi sa collection, les mémoires entomologiques de Fabre. D'accord. C'est vraiment... C'est une ref. C'est une ref, c'est une grosse ref parce qu'il a fait de l'entomologie, donc ce monsieur Fabre. Jacques-Henri Fabre ou Jean-Henri Fabre. Ok. C'est l'un des plus grands entomologistes français. Je crois qu'il vivait à côté du Mont Ventoux et il avait dédié toute sa vie à l'observation pure et dure des insectes. Et il avait une approche un peu scientifique et aussi comportementale et un peu poétique. On n'est pas sûr que tout ce qu'il a observé ait été... soit vérifié par la science. Des fois, il se montait un petit peu... Il a son petit grain. Il se montait un petit peu le chou, ouais. Mais du coup, ça me plaît, cette approche aussi, parce que moi, j'ai pas une approche scientifique pure et dure non plus, parce que j'ai pas les connaissances, je pense... j'ai pas la formation de base. Ouais. Mais moi, j'aime bien combler les trous avec un peu de poésie, quoi. Mais avec ce que je peux. Tellement. Ce que je peux faire. Ouais, c'est un peu une question que j'ai gardée pour la fin, mais tu vois, je rebobine. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est que ton sujet, il est quand même un peu scientifique, mais on retrouve toujours, ton abord, il n'est pas tellement scientifique, on retrouve un peu ton grain de folie, il y a toujours un côté... pas réaliste, les couleurs vives pour le visage de l'insecte. Il y a aussi côté fantasque, onirique. En fait, on dirait quasiment des fois des personnages d'animés, en fait. Et du coup, si je devais résumer ton lore, enfin si toi tu devais résumer ton lore, qu'est-ce que c'est le lore de Marguerite? Oh là! Alors je pense que je me posais la question. On se pose souvent la question de se définir. Ouais. Ça arrive toujours à un moment dans notre carrière ou dans notre existence d'artiste, entre guillemets. Bah, pas forcément même d'artiste, mais ça c'est des questions philosophiques après. Mais je me suis souvent posé la question de
de s'il fallait que j'explique, comment j'explique, etc. Et je suis arrivée récemment à la conclusion que j'étais sûrement un produit de mon temps, Ouais, un intéressant. produit de mon Ouais. époque, et que on est cette génération qui est à cheval entre le tout analogique et le tout numérique, entre courir dans la prairie et doom scroller. Ouais, ok. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et les animés, of course. Complètement. Of course, ça c'est un autre filtre à travers lequel on observe la réalité. Donc il y a ce tropisme pour le Japon, ce tropisme pour l'Asie. Enfin, cette relation avec l'Asie, elle existe déjà chez moi. Parce que j'ai une partie de ma famille qui est chinoise. Mais je pense, ouais, un beau gros mélange chaotique de tout ce qui définit notre génération, un peu le cul entre deux chaises. Et j'ai envie de dire un peu aussi qui accueille le monstrueux avec beaucoup plus de sérénité que peut-être les générations d'avant. Moi, ça me va d'être une créature, en fait. Ça me va de me définir comme une créature en transformation. T'épouses l'étrange sans aucun Ouais, problème. ouais, avec beaucoup plus de sérénité, je pense, que les générations précédentes. Et c'est vrai qu'on pourrait voir un peu le thème, notamment de la métamorphose. Ouais, oui. Moi, je pense que c'est important qu'on reste des créatures en métamorphose tout au long de notre vie. Enfin, en fait, qu'on l'accepte parce que c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est peut-être moins spectaculaire, nos métamorphoses à nous, mais elles sont quand même présentes. Un scarabée, ça va avoir 4 stades qui sont très très définis. Nous, on va en avoir une multitude de stades. On a l'adolescence, on a des changements hormonaux qui viennent d'une rupture, par exemple, j'en sais rien, mais il se passe énormément de choses hormonales, physiologiques, biologiques en nous, qui relèvent de la métamorphose et qu'on ne reconnaît pas comme telle. Mais je pense que c'est parce qu'on ne se considère pas comme créature, on ne se considère pas comme faisant partie du vivant, on se considère comme des hommes avec un grand H. Je pense qu'il faut qu'on travaille un peu à battre les cloisons. Du coup, je pense que ça fait qu'on suranalyse peut-être, et on suranalyse mal, Ouais. tu vois, d'une manière des fois très psychologisante, Ouais. plein de choses qui nous arrivent, alors que des fois, honnêtement, bombardé par les hormones, je pense que la puberté, la ménopause, t'es un peu c'est ça, de côté du spectre, vraiment. Ouais. Quand t'es gamin, t'as encore complètement autre chose. Mais tu vois, même quand il y a des petites filles, moi je pense à ma nièce, je dis ça rapidement, quand elle était enfant, elle voulait jamais devenir une femme. En fait, elle voulait jamais s'intéresser aux garçons, elle voulait faire du foot et tout. Et après, il y a la puberté qui arrive et ça devient, ça y est, ça devient une autre personne et elle l'a oublié. Oui. Alors l'amnésie au cours de la vie, moi c'est un truc que je trouve fascinant aussi. J'avais fait des recherches sur la mémoire Enfin, très, très succincte en surface, mais la mémoire... Est-ce qu'on conserve la mémoire? Est-ce qu'un insecte conserve la mémoire de ses états précédents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Et il y a quelque chose qui reste, parce que je crois qu'il y a des chercheurs qui ont fait des études sur des odeurs, des sens particuliers. Il n'y a pas de... Enfin, c'est très difficile de travailler sur la mémoire avec des insectes, quoi. C'est ça, ça t'active des neurotransmetteurs ou je sais pas. Mais il y a des sens qui sont responsables de la mémoire qui, chez les insectes en tout cas, ont été liés à justement une persistance. Il n'y a pas d'amnésie entre... Parce que je crois qu'à un moment, je me permets un peu une digression en disant, dans une de mes descriptions de pièces, que la métamorphose c'est super parce que tu es amnésique de tes états précédents, mais en fait c'est pas le cas. D'accord. Tu gardes quand même un fil, le papillon se souvient plus ou moins de ce qu'il était à échelle papillon, et de quand ce qu'il tu était disais quand il des était une larve. odeurs et tout, c'est que tu peux avoir éventuellement des stimuli
Comme des trucs Ouais. que tu retrouves sous hypnose quasiment. Oui, où et tu te rends ça échappe compte au que cérébral en fait. c'est Ou ça. alors c'est lié au cérébral, mais un cérébral qui est autre, c'est le cerveau reptilien quoi. Mais trop. Ouais. Et qui est, qui est subconscient en fait. Ouais, c'est ça. Pas inconscient parce Ouais. que ça peut remonter à des Ouais. moments, mais Ouais. subconscient. Ouais, Quoi. ouais. Conscient, subconscient, conscient collectif aussi. On sait pas avec quoi on joue en fait. Bah, à propos du collectif, Ouais. ça c'est un sujet qui me semblait assez intéressant parce Ouais. que là on parle de l'analogie par rapport plutôt à l'individu, Mm. l'insecte, l'individu, Ouais. donc tu parlais des stades, Ouais. voilà. Après, en quoi est-ce que tu peux trouver une analogie justement explorée par rapport à la société justement? Alors, le collectif, pour moi, c'est proche de la symbiose, si je dois faire une analogie avec le monde biologique. J'ai fait l'expérience de plusieurs travails en collectif. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont moins plu. Ceux qui m'ont le plus plu, c'est vraiment les travaux collectifs où on s'est engagé dans la création ensemble. Il y avait un espèce de mouvement presque symbiotique où on a créé à 12 mains, 14 mains, ça notamment avec... moi j'avais fait un projet en prison avec des prisonniers dans le Grand Est. Et là, on a vraiment mélangé nos cerveaux, mélangé nos capacités, mélangé nos mains pour créer une œuvre symbiotique, créer un être, et qu'ensuite on pouvait venir animer ensemble. Et du coup, ça c'est le genre de travail en collectif qui pour moi a du sens. Ok. Parce que pareil, encore une fois, ça échappe un peu au cérébral. C'est des dynamiques de groupe qui relèvent du biologique. Quoi. C'est des travaux qui se passent sur combien de temps dans ces cas-là? Et ben ça dépend. En fait, on se pense des sessions comme ça. Là, c'était une session de 2 semaines en prison où je pouvais pas être à temps plein là-bas parce que c'est un environnement qui est compliqué. Ok. Mais on a bien créé pendant 2 semaines. Ensuite, ils m'ont fait confiance pour mener le projet à bout, parce que j'ai dû sortir de la prison et continuer à faire ça dans mon coin. Et ensuite, ce qui était trop bien, c'est qu'ils ont pu avoir une sortie prévue pour aller voir la pièce, justement, dehors. C'était dans un contexte complètement bucolique, en plus. C'était sur les sentiers de forêt. Ouais, c'était sur des sentiers de forêt, c'était du lent. C'était un gonflable dans un champ. Putain, ça devait être beau comme moment quand c'était les un mecs moment ils sont trop beau. sortis. Et... C'était un moment trop beau et c'est porteur de sens aussi parce que c'était vraiment, là pour le coup, ça relevait vraiment de la métamorphose. C'était un moment charnière un peu. Ils étaient proches de la sortie, c'était des moyennes à longue peine. D'accord. Et c'est comme un avant-goût quoi dans ces cas-là, où quelque part ils ont trouvé même une place entre-temps quoi. Pour faire ça quoi. Ouais, et puis c'était important aussi pour eux qu'il y ait plein d'allégories de la liberté dans la constitution, dans l'anatomie du monstre qu'on a construit ensemble. Mais tu vois, c'est moi mes moments les plus forts de travail en collectif, c'est avec des personnes en situation de transformation. D'accord. Donc pour moi les prisonniers ça rentre dans cette description-là parce Excellent. que ils sont prisonniers à ce moment-là. C'est un état transitoire en fait. Ok. Qui a duré très très longtemps et qui va devenir autre chose après. Ils ont complètement changé de vie. Et j'ai bossé aussi avec Emmaüs Solidarité dans des centres d'hébergement d'urgence. Et c'est pareil, c'est des gens qui sont en état transitoire. Ils sont entre deux mondes en fait. Et ça dépend, ils restent là longtemps, ils restent là moins longtemps, mais moi j'arrive là à ce moment-là. Puis on fait quelque chose ensemble et c'est ça qui est beau. Et pour les prisonniers, donc c'est la sculpture, en fait, tu l'as préparée en amont avec eux, tout le monde était partie prenante du projet, les idées, elles ont né d'une pensée collective ou tu avais vraiment quelque chose déjà en tête et finalement... Un peu des deux, mais même si tu viens avec quelque chose en tête, c'est possible que ça devienne... J'accepte que ça devienne... au contact. J'accepte que ça devienne complètement autre chose. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'est qu'il soit
on soit ensemble à chaque étape de création. C'est-à-dire même au moment où on fait du brainstorming, de la tempête de cerveau. Oui, c'est tout à fait pour nos francophones. Et donc on a commencé par du brainstorming, ensuite on a fait du cadavre exquis. On a dessiné ensemble. Et donc ils ont vraiment eu un moment de liberté où ils ont posé tout ce qu'ils avaient en tête sur papier. Il y avait de l'écriture, il y avait du dessin, c'était avec des craies, donc en fait ils s'en foutaient partout. C'était assez joyeux comme moment. Et ensuite on a passé tout ça à la machine, comme ça, on a réfléchi, on a fait des mutants, on a mélangé des parties de certains avec des parties d'autres, niveau dessin, un peu collage. Ça fait comme des chimères en fait. Ça a fait une sorte de chimère. Et du coup j'aime bien penser que cette chimère, elle a vraiment un peu de tous ces détenus en elle. Ouais, là t'es vraiment dans une illustration, là t'es dans une métamorphose par la symbiose en fait et par le collectif, donc c'est un peu dingue. Je ne savais pas où j'allais. Hein. Enfin, en fait, c'est marrant, mais comme je disais, il y a un moment dans la vie d'artiste où il faut se définir. Moi, il vient toujours après avoir fait. D'accord. Et t'apprends au contact de l'expérience. Ouais, c'est ça. Tu pars avec une idée, mais tu restes hyper ouverte et finalement t'es transfigurée. En fait, il y a une vérité qui sort et c'est surtout, ça. Ouais, c'est surtout qu'il faut se faire confiance aussi. En fait, Faut faire. Forcer. Faut faire. C'est exactement ça. Faut faire, faut pas s'arrêter. Et puis après, en regardant derrière, en tournant la tête, en regardant ce qu'on a fait, il y a forcément du sens qui en sort. Ouais. C'est un produit d'autant que je suis un produit de mon époque. Ce que tu fais, c'est un produit de toi, c'est un produit de l'époque aussi, c'est un produit des gens avec qui t'as. Et je trouve que les nouvelles générations, des fois, se permettent beaucoup plus de liberté en fait que les anciennes. J'ai l'impression qu'il y a un côté. Je ne veux pas dire la va comme je te pousse, ni autodidacte parce que tu es diplômé, mais après, tu sors des clous, tu fais des rencontres, tu découvres des nouveaux objectifs. Je m'interrogeais par rapport aux matériaux parce que tu disais que là, dans ces cas-là, c'était une structure gonflable. Des fois, c'est rigide. Et est-ce que justement, le choix du matériau, selon que ce soit très aérien, gonflable ou dur, ça conditionne ton expérience sensorielle et le sens? Ouais. Alors oui. C'est marrant parce que récemment, en fait, la technique a rapidement été au service de l'idée. D'accord. Par exemple, la larve gonflable, c'est une larve, donc il y a cette espèce de mollesse et cette espèce de souplesse qu'on attend idéalement d'une larve. Et je trouve que du coup, les deux se répondent bien, le sens, la matière. Et la chrysalide que j'ai faite, elle est dure, quoi. Elle est dure, elle est faite par stratification. C'était presque comme si c'était presque une guêpe qui est en train de faire son nid. Elle mâchouille des trucs, elle met des machins. Enfin, c'était des sécrétions, quoi. Mais tellement, Et du coup, ça vient assez instinctivement avec ce que j'ai envie de raconter. Et des fois, tu peux aller dedans et tu te disais dans des interviews, j'avais bien aimé, qu'il y avait un peu une fascination pour trouver ce qui est caché, en fait, de l'intérieur, en fait. Oui, c'est un peu de la dissection aussi. Moi, j'ai un passé. Je dis passé parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est que j'ai pas le temps, mais un passé de taxidermiste et de naturaliste. Okay. Mais je sais toujours le faire, mais je suis un peu rouillée. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça cet été. Enfin bref, il y a cette idée, cette fascination pour comprendre comment ça marche. Ce qui m'avait fasciné très rapidement avec les insectes, c'était le fait qu'ils soient différents, comme je disais tout à l'heure, de moi, structurellement différents. Qu'ils aient un squelette externe. C'est ça. Ils ont un exosquelette. Des exosquelettes. Et moi, très vite, je me suis penchée sur la question de comment articuler, comment faire bouger des choses. J'ai fait un peu de marionnettisme aussi quand j'étais à New York.
C'est là où j'ai appris, j'ai fait un échange à New York, à la School of Visual Arts, c'est là où j'ai appris à faire de la taxidermie et du marionnettisme. Donc en fait, il y avait une sorte de fascination anatomique, mais je suis pas rentrée... En fait, toutes mes fascinations sont d'ordre biologique et mais scientifique. rien n'était vivant là-dedans, ni la marionnette, ni l'animal. Et je me rends compte que pour poursuivre ces passions-là, je rentre toujours de biais ou de travers. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas fait d'art, j'aurais fait de la bio, mais je me suis quand même retrouvée à faire de l'anatomie en faisant du marionnettisme et de l'anatomie en faisant de la taxidermie. Donc en fait, c'est comme si tu apprenais sur le vivant à partir de ce qui est inerte. Ouais, en fait, c'est ça. Donc il y a rien qui va, mais ça me va comme ça. Mais c'est bon. J'ai que des approches de biais en fait sur les sujets qui me passionnent depuis que je suis toute petite. Bah, c'est ça qui te rend singulière et c'est c'est ce qui fait que tu es artiste aussi et pas biologiste ou juste naturaliste. Mais c'est oui, de bel oui, artiste souvent. Je pense, ouais, j'arrive de côté. Et, parti pris. Et récemment, là, j'ai pris le parti pris de reprendre des petites études. J'ai fait des formations en vénoménologie. Le venin ? Ouais, le venin. Ok. Donc pareil, toujours à côté de la plaque, mais... ça va te mener quelque part. Mais ça va me mener quelque part. Et puis surtout, j'ai rencontré des gens super, les arachnologues, l'arachnologue du musée d'histoire naturelle, qui est trop bien. Et Kaina Privé, si tu m'écoutes, t'es super. Et puis aussi, j'ai rencontré par le biais de cette formation un ethno-entomologiste, Nicolas César. Si tu m'entends, t'es super. Et du coup, enfin voilà quoi. En fait, tu rencontres plein de passionnés, de passionnés tout court. Passionnés parce que quand ils ont ce petit grain de passion-là, en général, ça déborde sur le reste aussi. Donc, ils sont contents de me parler, ils sont contents de partager avec une autre passionnée de plein de trucs foutraques. Et du coup, ça donne, c'est pareil, ça émulsifie, ça donne des projets qui sont pas toujours réalistes, mais qui sont un but de cette passion-là. Quoi. Ouais, je comprends. Et de cette envie de faire. Ouais. C'est surtout ça. C'est ça, faire de l'art, c'est qu'il faut garder le feu, quoi. Faut toujours garder cette envie de faire. C'est pour ça qu'il faut évoluer, il faut se métamorphoser justement tout le temps. Ouais. Toi, tu travailles pas mal sur le collectif, c'est ce qu'on disait, voire sur le collaboratif, le solidaire aussi, comme tu l'as dit. Pas tout le temps, mais oui, c'est important. Mais c'est des, voilà, je pense, c'est important. C'est des aspects de ton travail. Par rapport au solidaire, d'ailleurs, je ne suis pas allée au bout de ma question. Est-ce que c'est une manière aussi de faire ta part, en fait, en société, ou de ne pas être juste dans ton îlot d'artiste ? Je me rends compte que je fonctionne vachement au feeling. Ouais. Il n'y a pas d'agenda, réellement. Ouais. Ok. Mais je me rends compte que, en fait, ça se retrouve sur mon chemin parce que ça me plaît, et ça me plaît parce que ça a du sens aussi, mais vraiment plus sur ces moments de déséquilibre en fait dans une vie. Il y a plein de ces moments, j'aime pas dire, enfin j'utilise souvent quand je fais des dossiers etc, j'utilise l'expression public fragilisé. Oui. Mais en fait on est tous des publics fragilisés parce que c'est nécessaire aussi de se mettre d'accepter ces situations de fragilité. Quand j'étais bibliothécaire, on intervenait aussi avec des publics spécifiques et on appelait ça les publics empêchés. Tu sais, les gens qui ne peuvent pas sortir, en fait, tu vois, il y a toujours des mots, c'était pour les hôpitaux et pour la prison, pour s'en empêcher, dans le sens que c'est toi qui dois venir à eux, dans ce sens-là. Ouais, on n'a pas trouvé le mot parfait encore. Il n'y a pas... Ouais, bon, et ben en fait, je me retrouve dans ces projets-là, parce que je les trouve intéressants, et parce que aussi c'est quelque chose qui m'attire, parce que y a toute la question de la métamorphose, de la transformation, de la fragilité. Une fois tous les chemins, en fait, ils t'y ramènent, quoi. Ouais, c'est ça. Et déjà, c'est pas drôle de fabriquer tout seul aussi. Mais oui, mais l'isolement de l'artiste, on en parle. Ouais, c'est ça. C'est dur, hein. Et puis tu tournes vite en rond, vachement sur toi-même, et tes idées, elles ont beaucoup plus de mal à évoluer, en fait. Tu deviens très monomaniaque. Oui, c'est ça. Ouais.
Et moi, il y a des périodes où je suis monomaniaque, par exemple, mais c'est marrant parce que du coup, c'est ça encore, on en revient à la métamorphose. Il y a des parties de la métamorphose où tu te retrouves un peu seule. Toute la construction de cette nymphe, où j'ai un peu, où j'ai régurgité du plâtre. Là, je faisais ça 8 heures par jour. Et c'était un peu une approche monomaniaque et solitaire de l'art, mais il faut absolument que j'alterne parce que sinon c'est pas viable, c'est pas propice à la vie. Ouais, exactement. Mais faut quand même un moment où tu te mets bien en tête et ensuite tu fais évoluer le truc. Pour rembobiner, il y a des trucs qui t'échappent et c'est beau quand ça t'échappe. Quand t'es en collectif, il y a des choses qui t'échappent et c'est bien que ce soit comme ça. Ouais, non, mais carrément. Pour rembobiner le truc justement par rapport un peu au sujet de la métamorphose, au début de ta carrière, tu as fait des séries en sculpture qui étaient plutôt des masques, comme celui-là qui est là. Je sais pas si tu peux l'attraper, le montrer, parce qu'il est un peu lourd peut-être. Non, ça va. Il est surtout très poussiéreux. Ouais, ok. Parce que c'est une vieille pièce. Ouais, mais voilà, c'est quelle année ça? Voilà, pré-diplôme. C'était 2016. C'est 2016, ouais. Bravo. Et ouais, c'est une pièce... En fait, à l'époque, je me penchais vachement sur la relation. J'avais une obsession comme ça sur qu'est-ce qui me liait aux autres, qu'est-ce qui faisait que qu'est-ce qui définissait une amitié aussi. Donc, mes proto-questionnements sur la symbiose, c'était aussi des questionnements sur la relation, mais c'était beaucoup plus anthropocentré. Je me suis pas toujours permis. J'ai toujours aimé les insectes, j'ai toujours aimé la bio, mais je me suis pas toujours autorisée à rentrer dedans frontalement dès le début parce que je voulais me laisser le temps de mûrir éventuellement. Enfin, maintenant, c'est comme ça que je le vois, cette espèce de réticence à tout de suite plonger dans le cœur du sujet. Puis c'est aussi l'évolution, je pense. Parce qu'ils avaient une particularité, ces masques-là, c'est que justement, ils étaient portés par des amis à toi, si j'ai bien compris. Ouais, ils étaient portés par des amis à moi et c'était des amitiés qui étaient très fortes. C'était des gars plutôt, j'ai l'impression. Hein. Mais je pense qu'il y avait un processus amoureux et un processus hormonal. Après, j'étais une enfant encore quand j'étais aux Beaux-Arts, donc très sujette aux coups de foudre, très sujette aux bouleversements hormonaux. C'est normal, hein. C'est des âges. Ouais. Mais du coup, j'embrasse ça comme vraiment une période où j'étais une autre créature. Et une créature tout de même qui était vraiment... qui était drivée par cette... Par les autres, en fait, la relation un peu passionnée, symbiotique à des moments c'est aux ça. autres. Ouais, c'est ça. Et du coup, mais j'avais quand même conscience aussi que c'était des intensités qui étaient lourdes à porter. Et cette série-là, c'était un peu l'idée d'un peu d'exorciser ces intensités. C'était presque de la dictature amicale, quoi. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois aux autres? Qu'est-ce que les autres me doivent? Et pas grand-chose, en fait. Il y a un terme de Simone de Beauvoir, en fait, qui m'avait un peu scotché. Elle appelait ça être annexée. Poussière. Oui, mais ça, c'est la vie. C'est la vraie vie. Et puis, c'est pas comme le plastique, ça salit un peu. Il y avait un terme de Simone de Beauvoir que j'aimais bien, et elle appelle ça... l'annexation, être annexé, tu sais. L'annexion sentimentale. L'annexion. L'annexation, c'est plus politique. C'est l'annexion. Tu sais, je la refais pour la prise, je sais hyper bien. Il y a un terme de Simone de Beauvoir, c'est l'annexion. Et c'est un truc que moi, je ressentais et j'aimais pas ça. C'est pas très, très confortable. Il y a des gens qui aiment ça, en fait. Oups. Et ton bras pas plus bas. Ok. Il m'annexe. Et l'annexe Alex, c'est ça. Et c'est ce moment, en fait, l'annexion, où tu t'oublies toi-même pour en fait exister à travers l'autre quelque part et ça te dépouille d'une partie de ton identité. Et c'est même pas que ça devient une autre identité, c'est que quelque part tu deviens l'autre. Oui, il y a ça aussi. C'est ça que j'aime pas en fait. Et c'est facile, mais en fait c'est tout un âge aussi, c'est facile. C'est un âge. C'est facile de tomber là-dedans et ensuite de grandir et de voir de retourner en arrière encore une fois, de voir ce que c'était.
en fait. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc qui m'a vachement Et c'est un témoin de intriguée, c'est un témoin de cette période-là. Ouais. Et le truc qui m'a intriguée dans ton affaire et qui m'a un peu rappelé moi, c'est que j'avais l'impression que c'était que des gars. Et moi, en fait, j'avais tout le temps que des potes mecs. Ouais. Et il y avait un côté où je savais pas trop. Par contre, j'avais pas le côté amoureux du tout. Ouais. Mais je crois que j'étais envieuse d'être. Enfin, j'aurais aimé être un mec. De leur liberté. J'étais envieuse de leur liberté. Ouais. C'est ça. Je vois. Et est-ce que toi, tu portais un des masques? Non. C'est ça, tu vois? Non, il y avait, c'était eux et c'était moi, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y avait un peu, c'était ce truc, ça me rassurait, je pense, de pouvoir, tu vois, genre, mettre en boîte, observer, un peu comme des... En fait, je les ai taxidermisés. Mais c'est ça, c'est horrible, ouais. Et tu leur as fait faire une performance, ils étaient libres ou pas dans la performance? Ah bah non, c'est très contraignant ça, t'étouffes, les pauvres, t'étouffes de chaud, et en plus c'est vraiment pas confortable. Mais je les remercie d'avoir accepté. C'est le moment où tu les as annexés, en fait. Ouais, exactement. C'était privation de liberté volontaire. Je suis désolée. Mais ouais, c'est un témoin de ces intensités-là, je pense. Mais ça c'est vite devenu autre chose. C'est devenu moins anthropocentré. J'ai toujours, par contre, une fascination pour les expressions du visage. Ouais. Je sais pas pourquoi. Faut que je les décortique, faut que je les dessine, faut que je les reproduise. Il y a toujours un petit visage par-ci par-là qui se balade dans mon travail. Yeux, nez, bouche, oreilles moins important, mais il y a ce... Je sais plus qui avait cette phrase, je crois que c'était l'un de mes profs, ou alors il citait quelqu'un aux Beaux-Arts. On retrouvera, mais... Ouais. Dans la représentation humaine, c'est les visages, les mains, les pieds. Ce qu'il y a au milieu, on s'en fiche un peu. Ouais, genre, c'est ce qui parle. C'est ce qui a... Enfin, je pense que même biologiquement ou ethnologiquement, sociologiquement, en fait, on lit des choses dans les mains, les pieds, le visage, qu'on lit pas autre part. D'accord. C'est un objet de communication, un objet de fascination, un objet de sens, je pense. Excellent, ouais. Les visages que tu avais faits, ils étaient assez grotesques en fait, honnêtement. Et au niveau des expressions, elles sont très outrées. Du coup, est-ce que le masque que tu faisais porter à telle ou telle personne, c'était pas par hasard? J'imagine qu'ils c'était avaient... un masque... C'était un masque... C'était ce qui représentait chacun pour toi ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Parce que lui, par exemple, il est dur, on dirait un peu un boxeur, quoi. Ouais, mais c'est quelqu'un qui... il va me détester, mais je ne citerai pas son nom. C'est toujours mon meilleur ami. C'est quelqu'un qui se laisse un peu boxer par la vie. D'accord, ok. Donc il a pris les coups. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est des sortes de portraits intérieurs de ce que j'interprète de leur personnalité. Après, je veux pas non plus... Enfin, ça fait vraiment dictatorial, hein. C'est-à-dire que t'es comme ça parce que moi je l'ai décidé, tu vois. Ouais. Mais c'est une interprétation. Mais... Ok. C'était presque... C'était des muses avec tout ce qui va plus aujourd'hui avec le terme aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Mais... C'est des gens que tu vois encore en fait, mais aujourd'hui tu as pris ton essor en fait, tu travailles d'après, tu crées ton propre monde. Ouais, c'est ça. C'était vraiment des intensités qui m'ont échappé et que j'ai fixées à ce moment-là, donc je trouve ça précieux d'avoir Comme on disait en fait, il y a des choses, quand on grandit, des choses de notre enfance, des intensités qu'on peut oublier. À quel âge ça a commencé à t'échapper? Là, je peux pas oublier ça. Moi, j'ai une théorie un peu de retour de Saturne, en fait. Alors, commençons pas avec l'astrologie. Attention, on va mettre des heures. Hein. Ah non. Parce que, en fait, ces portraits, c'est presque des portraits astrologiques. Après, je suis tombée un petit peu là-dedans, mais je pense aussi que c'est... L'astrologie, elle arrive dans notre monde aujourd'hui, elle fascine nos générations parce que c'est un monde en crise. Ah, j'ai une approche peut-être un peu plus sociologique. Enfin, j'ai une approche, je suis sceptique, curieuse vis-à-vis de l'astrologie. Mais par contre, ça me fascine.
Ça me fascine parce que ça fascine tout le monde en ce moment et parce que je suis aussi un produit de cette époque. de cette époque. Exactement. Et moi, ça me fait halluciner comment les nouvelles générations sont de plus en plus sur des choses qui sont pour nous, les générations d'avant, comme proches de l'irrationnel de base, tu vois. Des fois un peu chaman ou un peu barré ou un peu... Mais parce que contre-intuitivement, ça rassure. En fait, c'est anxiogène, comme on dit anxiogène. Bah, quand tu vis dans un monde où les institutions stables volent en éclats, t'as l'impression que tu peux te tourner vers ces pratiques médiévales. T'as l'impression aussi que le temps fait le sérieux de la chose et que... Enfin, je sais pas, j'ai même l'impression avec que la c'est régression facile, des religions, c'est vraiment... parce que les religions, c'est des institutions, mais ça n'a rien de rationnel non plus. Enfin, pas plus que les néo-croyances, quoi, en fait, quelque part. Non, mais c'est significatif de la période dans laquelle on se trouve. Faut prendre du recul. Moi, j'ai plongé dedans assez rapidement, puis après, j'ai eu une sorte de rejet, mais je pense qu'il faut... Après, tu as une relation, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu as une relation que j'aime bien, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que tu prends aussi ce qui te plaît. Oui. Tu t'en amuses, comme tu as l'air quand même de... Voilà, c'est hédoniste de savoir t'amuser, de prendre ce qui te plaît et le reste, sans en faire, justement... Le principe, c'est de pas en faire un nouveau dogme. Aussi, en fait, si on se libérait du dogme, créer des nouveaux dogmes, en fait, c'est un peu contre-productif, quoi, je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu connais le retour de Saturne, du coup? Oui, 30 ans, retour de Saturne. À partir de 29, c'est le pire. T'as tes leçons de vie qui viennent te claquer dans la gueule. C'est ça. Et à partir de quel âge t'as senti que tu t'éloignais, en fait, des relations fusionnelles et de ces trucs de jeunesse hormonale, notamment? En vrai, c'est ces eaux-là. Moi aussi, ça m'est arrivé à ces eaux-là. C'est pour ça. C'est bon, là, j'ai l'impression que ça y est, je peux... Là, j'entame un nouveau cycle, vraiment, c'est fou. Et tu disais dans une interview que justement tu avais été récipiendaire du prix Forte, donc le prix, le fonds régional pour les talents émergents en 2024, et c'était le bon moment pour avoir aussi une bourse et pouvoir travailler à la manière dont tu voulais. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau des moyens pour travailler dans l'autonomie? De l'argent et surtout, principalement. Et est-ce que du coup tu as pu travailler en collectif? Il y avait des personnes qui t'ont épaulé? Oui, j'ai eu... après, j'ai commencé à travailler avec les institutions avec lesquelles je travaille bien maintenant. Emmaüs, la serre Vangari, c'est une serre à vocation écologique et pédagogique qui est à Saint-Ouen. C'est là où je produis mes gonflables. Ils sont trop beaux, ils sont trop chouettes. Trop bien. Tout est joli, tout est super là. Et du coup, ça m'a surtout permis d'ancrer ces partenariats-là dans quelque chose de stable, en fait. De stable dans le sens où c'est bizarre, mais on reste quand même dans un monde de mots, où les mots comptent. Quand c'est écrit noir sur blanc, que tu es soutenu, que tu as ces gens-là comme partenaires, etc., ça pèse. Ça t'assied, en fait. Ça assied, Mais en dehors de ça, et ça, c'est important aussi pour... il y a tout c'est très terre-à-terre, très prosaïque aussi, le travail d'artiste, parce que en fait, t'es obligé de dire à tout le monde que t'es super. Et ça, il te croit ou il te croit pas, tu vois. Et des fois, ça dépend de ce que tu as comme mot dans ta valise à mots. Exactement. Voilà. Ça dépend des rencontres aussi, parce que les mêmes mots n'ont pas marché avec les mêmes personnes. C'est ça. Voire même ton énergie. Et donc, du coup, c'est super important humainement parce que c'est des personnes que j'aime beaucoup. Et c'est important très prosaïquement et pécuniairement. Et machin, parce que... on est dans un monde de mots, d'institutions, de confiance sur papier aussi. Ta nymphe qui est immense, tu l'as travaillée dans le cadre de ce fonds, en fait, de ce prix. Alors ce prix-là, il m'a permis de
produire un projet de longue haleine en 3 parties sur la métamorphose. D'accord. Et j'ai pu produire donc un récit sous la forme d'une succession de sculptures, 3 étapes de métamorphose avec toute cette idée de représenter la métamorphose, de raconter la métamorphose d'un être mi-insecte, mi-humain, si je dois résumer vraiment très succinctement. Et ça m'a permis de prendre le temps, ça m'a permis aussi de rencontrer des artisans trop bien. C'est l'œuf, la larve, la nymphe et et l'adulte. l'adulte. Ok. Mais l'adulte, c'est un peu ce qui en émerge au final, c'est moi, l'expérience, où j'en suis aujourd'hui, ce sur quoi je vais travailler après. L'adulte, il n'y en a pas vraiment, il est déjà là. C'est ça, et ça commence. Ouais, ça commence. En fait. Ouais, retour de Saturne. Ouais, non, C'est mais fini. c'est exactement ça. Ouais, non, mais Ouais. c'est bien. Ouais, il fallait que je mette en... J'ai mis en projet ce moment un peu de métamorphose, ce moment charnière. Est-ce que tu pourrais me donner juste une toute petite anecdote pour nous faire aimer les insectes? Parce qu'en fait, nous, souvent, les gens aiment pas trop les insectes. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous les rendre genre super attachants en dehors de tes sculptures adorables? Faut les considérer comme des colloques différents, qui sont drôles, Ok, absurdes. ok. Quand on y pense, c'est quand même rigolo d'avoir un colloque qui commence sous la forme d'une bille, qui va évoluer le lendemain en une espèce de serpent, et puis après qui devient un pélican. Enfin, ça, la métamorphose, c'est quand même c'est fun. Ouais, Ils sont ok. fun. Et si vous aimez la science-fiction, si vous aimez penser qu'il y a des vies extraterrestres qui existent quelque part dans le fin fond de la planète, si vous pensez qu'il y a des vies extraterrestres qui existent dans le fin fond de l'univers, en fait, rassurez-vous, il y a des formes de vie qui sont tellement étranges déjà sur Terre Qu'on peut se concentrer dessus. on peut se pendant qu'ils sont concentrer là. dessus le temps de trouver les autres. Ok, Voilà. ça marche. Il y a juste à soulever un tapis, j'aime bien cette image, soulever un tapis, regarder ses cheveux au microscope, on trouve des dingueries. J'avais entendu une histoire de poux qui se faisait traire ou je sais pas quoi. Ah si, non, ça oui. Alors ça c'est une activité de quand j'étais petite, quand j'allais chez mon grand-père à la campagne pour observer les insectes, passer du temps toute seule dans le verger là. J'aimais bien m'allonger dans l'herbe et regarder les sociétés de fourmis. Et alors, il y a le moment où les fourmis s'occupent de leurs petits pucerons, c'est comme nous qui nous occupions de nos vaches. Et en fait, tu les voyais, les fourmis traire les pucerons comme ça avec les antennes. Mais en fait, ils ont une vie riche. Et juste parce qu'ils sont tout petits et parce qu'ils échappent un peu à notre échelle. C'est l'amour est dans le pré en fait. Exactement. Version, et ça c'est adorable. Ouais. C'est ils sont nos petites porteurs agricultrices. Ouais, c'est ça elles sont exactement. trop mignonnes. Ils sont porteurs de récits. Il y a des dramas, il y a des guerres, il y a tout ce qui se passe chez nous. Ça se passe à une plus petite échelle, avec des À Thoiry, twist. il y a toutes les fourmis qui ont un champignon géant et elles le décortiquent et elles font un champignon géant ouais. pour la reine des fourmis en fait. Ouais. Alors, en tout cas, un truc dans le genre. Ouais. Et par rapport aux matériaux, en fait, on s'est connus dans un contexte un peu particulier. Ouais. C'était le contexte de la petite brique. Exactement. C'est celle La dont il petite faut brique en taire le plastique. nom. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de le dire. Ouais, donc en fait, c'est la brique Lego. Ouais. Pour rien vous cacher. Est-ce que tu as encore le temps d'utiliser la brique Lego pour sculpter? Alors moi j'ai une révélation à faire, cher public. On J'ai veut jamais savoir. fait de Lego de ma vie. Désolée. Ah, mais t'étais sous emprise. J'étais sous emprise de Renaud Bord. Non, je rigole. J'avais envie de passer un super moment avec mon super pote. Ça faisait longtemps qu'on voulait bosser ensemble. Et on est tous les deux un peu dingos. Renaud, lui, il est dingue de la brique. Il fait toujours des Legos d'ailleurs, il en vit, il fait des initiations, des ateliers, etc. Allez voir ce qu'il fait, des idées pour demain sur Ça marche. Instagram. Ok. Et pareil, lui, il a eu cet amour de la brique toujours, il l'a toujours maintenant, c'est constant.
Et moi, il m'a un petit peu traîné là-dedans juste pour Lego Master. Mais en fait, on retient surtout de cette expérience un moment de création et d'euphorie. Et t'as plus jamais briqué après? Ensemble. Et j'ai plus jamais briqué. Bon. Mais mon copain est un grand affole aussi. Cool. Ouais. Donc, on verra, il y aura peut-être une suite. Je tourne autour, ça me tourne autour, mais j'ai pas refait de Lego après Lego Master, quoi. Cool. Ok. Ouais. On a fait le tour de pas mal de questions. Ouais. Est-ce que tu as une annonce à faire? Prochaine expo, si vous voulez voir le grand gonflable que j'ai produit en prison, justement, il continue à faire des tournées dans toute la France. Ok. Il sera au pavillon Vendôme à Clichy cet automne. Et restez alerte, ce sera posté sur les réseaux. Ça marche, on fera tourner. Cool. C'était trop bien de se revoir après 6 ans. On n'a pas trop changé, donc voilà. De l'extérieur, de l'intérieur, de grands bouleversements. Mais moi c'est pareil, on s'est transformé. Bah ouais, oui. Merci à tous qui avez eu la patience de nous écouter jusqu'au bout à cet échange nourri. Ouais. Merci à tous pour Art Talk Show. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.